tous. Merci de vous installer. Nous allons débuter maintenant une approche et un aperçu de l'homéopathie. Je pense que c'est une discipline que beaucoup ignorent ou connaissent mal. Et c'est la raison pour laquelle il a été décidé de vous faire part de généralités et pour que vous ayez une vision, disons, plus claire, plus scientifique aussi et plus pragmatique de ce qu'est l'homéopathie. Est-ce qu'on peut lancer le diaporama, s'il vous plaît? Je me présente, Dr Mazini. Je suis médecin généraliste, homéopathe et j'exerce depuis 40 ans au Maroc. J'ai découvert l'homéopathie par hasard, mais il n'y a jamais de hasard. C'était dans les années 1995, où après une dizaine d'années d'exercice, je me posais beaucoup de questions quant à ce que je pouvais apporter aux patients, parce que à l'époque, je voyais de nombreux patients qui revenaient toujours pour les mêmes pathologies et je me voyais, j'allais dire, obligée de prescrire sans cesse, par exemple, des antibiotiques. Et au bout d'un moment, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? C'est pas très intéressant. Est-ce qu'il n'y aurait pas une façon d'aborder à la fois le patient et la maladie différemment? Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu une proposition de formation d'homéopathie à Casablanca. Et donc, je me suis inscrite et tout de suite, j'ai été absolument passionnée. Passionnée parce que ça répondait beaucoup à des questions et des attentes que je me posais, en particulier par rapport à beaucoup de pathologies fonctionnelles où, en tant que médecin, nous n'avons guère de ressources hormis, j'allais dire, le magnésium, certains anxiolytiques, et je me voyais mal prescrire ce type de médicaments, par exemple, à des adolescents ou à des enfants, ou même à certains adultes. Donc, j'ai été prise par le virus de l'homéopathie, et depuis, je n'ai cessé et de me former, et d'enseigner également pour approfondir cette approche. Je vous remercie d'être là et j'espère que je pourrai faire passer un petit peu de ma passion. Comme je vous le disais tout à l'heure, souvent elle est mal comprise parce qu'elle est mal connue. Et du fait qu'elle est mal connue, mal comprise, elle est souvent dénigrée. Et on l'a bien vu ces dernières années, lorsqu'il y a eu l'appel des 144 médecins dans un journal français qui a conduit à une levée de boucliers contre l'homéopathie et qui a, disons, été dans le sens du déremboursement. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis parmi vous aujourd'hui pour vous expliquer de façon très très simple cette approche. Donc nous sommes ici dans un congrès de pharmacie et non pas de médecine. Et pourquoi l'homéopathie dans ce congrès? Parce que vous les pharmaciens, vous êtes en première ligne. C'est vous qui accueillez en premier lieu les patients. Les patients viennent à votre comptoir, vous demandent des conseils, et pour des pathologies, j'allais dire, bénignes, souvent ils ne vont pas chez le médecin. Et donc, vous avez un rôle extrêmement important dans le conseil pour les premiers soins. On ne peut pas parler d'homéopathie sans parler de son fondateur, Hahnemann. Hahnemann était médecin. Il est né à la fin des années 1700, enfin il est né vers 1750.
Il a quand même vécu 88 ans. Et au départ, il a exercé la médecine. Et au bout de quelques années, il était tellement déçu par le peu de résultats obtenus avec, j'allais dire, la pharmacopée de l'époque, qu'il a décidé d'abandonner son métier. C'était une personne extrêmement érudite. Non seulement il connaissait le grec, le latin, mais également le français, l'anglais, l'italien. Et pour subvenir à ses besoins, il s'est mis à traduire de nombreux ouvrages médicaux, et en particulier tout ce qui concernait la médecine par les plantes. Et puis petit à petit, s'est forgé en lui une certaine approche thérapeutique. Et cette approche, je vais petit à petit vous en parler pour voir quelles sont les bases de l'homéopathie. L'homéopathie, c'est une médecine expérimentale. Vous pouvez être un petit peu, j'allais dire, surpris, parce que, en fait, on a parlé de médecine expérimentale qu'à partir de Claude Bernard, c'est-à-dire plus de 50 ans après que Hahnemann lui-même ait expérimenté sur lui-même les substances qu'il allait utiliser pour fabriquer des médicaments. Parce que lorsqu'il s'est aperçu, en fait, que certaines plantes pouvaient donner, d'un point de vue toxique, des symptômes très particuliers, par exemple l'écorce de quinquina, si vous absorbez de l'écorce de quinquina en étant sain, sans maladie, vous allez développer certains symptômes, dont en particulier la fièvre, une fièvre tierce. Et il avait été remarqué, lorsqu'il traduisait certains ouvrages, que devant de la fièvre, ce type de fièvre, on donnait de l'écorce de quinquina. Donc il s'est dit, ah, il y a quelque chose là. Et donc, il a décidé, en fait, d'expérimenter sur lui-même l'écorce de quinquina. Et il a noté de façon très fidèle et très scientifique tous les symptômes qui apparaissaient chez lui après l'absorption d'écorce de quinquina. Et c'est là qu'il a commencé à élaborer son principe de similitude. Le deuxième principe, on le verra après. Donc ce principe, qui est la base sur laquelle repose l'homéopathie, c'est le principe de similitude. C'est-à-dire que pour que le médicament homéopathique choisi soit efficace, il doit provoquer chez une personne saine les mêmes symptômes qui sont ceux qui sont présentés par le patient. Donc, ce médicament peut être utilisé dans toutes les situations cliniques qui sont semblables au tableau clinique induit par la substance souche. Pour que ça soit plus facile à comprendre, je vais Voilà un exemple très simple. Vous avez une personne, comme vous et moi, qui se promène dans une boulangerie. Il y a beaucoup d'abeilles dans les boulangeries-pâtisseries. Et vous vous faites piquer par une abeille. Qu'est-ce qui se passe? Au point de piqûre, vous avez un œdème, des douleurs, souvent brûlantes, piquantes. Vous avez
également des démangeaisons, un prurite, et vous savez que lorsque vous mettez des glaçons, vous êtes soulagé. Et maintenant, d'un point de vue homéopathique, selon le principe de similitude, si vous êtes devant un patient qui présente donc ces symptômes qui sont induits par la substance, on va dire, toxique, de vous retrouver donc un œdème avec aussi des brûlures, des douleurs piquantes, et que cet œdème est amélioré par le froid, vous allez donner Apis qui est le médicament homéopathique qui est préparé à partir de l'abeille entière, macérée, et vous voyez diluée, on va en parler plus tout à l'heure. On a vu que les symptômes développés étaient des œdèmes inflammatoires douloureux améliorés par le froid. Et donc, vous voyez qu'un même médicament homéopathique, ici Apis 15, peut être prescrit dans différentes pathologies. C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Par exemple, vous avez de l'urticaire, une rhinite allergique, une conjonctivite allergique, ou même une brûlure du 1er degré qui a les mêmes caractéristiques qu'une piqûre d'abeille, vous pouvez prescrire Apis en 15CH, je vous dirai pourquoi tout à l'heure, mais vous pouvez également le prescrire dans d'autres types d'inflammation, d'œdème, puisque Apis a un tropisme aussi particulier sur les séreuses et le tissu glandulaire. Donc, lors d'une montée laiteuse, s'il y a un sein qui est enflé, œdémacié, douloureux, piquant et qui est soulagé par l'application froide, vous pouvez également donner Apis mellifica. Inflammation et exudation d'une séreuse dans une entorse. Vous savez très bien que, j'allais dire naturellement, les gens, lorsqu'ils ont une entorse, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent de la glace tout de suite pour les soulager. Donc, bien sûr, vous mettez de la glace, mais ça n'empêche que vous pouvez donner Apis en sus, ce qui fait que l'œdème va disparaître beaucoup plus rapidement, de même que la douleur. Donc, nous venons de voir le principe de similitude, et le deuxième grand principe, c'est celui d'infinitésimalité. Pourquoi? Parce que la plupart des substances utilisées pour fabriquer les médicaments homéopathiques, que ce soit des substances d'origine animale, végétale ou minérale, sont extrêmement toxiques. Vous savez bien qu'en phytothérapie, vous savez bien que le dosage, la limite est très tangente entre ce qui est thérapeutique ou toxique. Donc Hahnemann avait décidé de diluer ces substances le plus possible, de façon à ce qu'il n'y ait plus aucune toxicité du médicament. Vous pensez bien que quand il a utilisé l'arsenic, il n'était pas question de l'utiliser à dose pondérale, et tout en essayant, enfin pas en essayant, tout en conservant l'effet thérapeutique du médicament. Donc c'est pour ça qu'il a commencé à diminuer, et toujours à expérimenter sur lui-même. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important, parce que c'est quand même un médecin qui a eu le courage d'expérimenter sur lui-même sa propre vision des choses. Ah, vous voyez que c'est quand même énorme. Le médicament homéopathique, il y a 3500 substances qui sont utilisées pour la fabrication des médicaments. 80% sont d'origine végétale. Bon, cela se comprend, puisque c'est aussi des plantes qui avaient été utilisées depuis l'Antiquité et dont on connaissait bien les effets thérapeutiques et toxiques.
et 20% d'origine minérale et animale. Bon, minéral, vous comprenez bien, le mercure, l'arsenic, tous ces produits étaient déjà utilisés aussi pour, entre guillemets, soigner des maladies à l'époque. Animal, en homéopathie, je viens de vous donner l'exemple de Apis, qui est l'abeille entière, mais vous avez aussi beaucoup de venins de serpents qui sont utilisés, énormément. Par exemple, l'encre de seiche aussi. L'encre de seiche, c'est une anecdote particulière, puisque Hahnemann avait un ami qui était peintre. Et à l'époque, on utilisait beaucoup l'encre de seiche en tant que minéral, texture animale pour dessiner. Et ce monsieur avait l'habitude toujours de sucer son pinceau. Donc il s'est intoxiqué avec de l'encre de seiche. Et donc Hahnemann, qui avait toujours cet esprit vraiment d'observation, d'expérimentation, il a donc décidé de diluer de l'encre de seiche selon sa technique pour guérir son ami. Donc voilà comment il pratiquait de façon régulière grâce à son observation. Voilà, on va voir étape par étape, tranquillement, comment on en arrive aux globules et aux granules. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a 3 origines, minérale, animale et végétale. Ces souches, en partie, toutes ces souches qui arrivent au laboratoire pour la fabrication, elles sont d'abord rigoureusement contrôlées. Vous avez de nombreux pharmaciens, des botanistes, c'est-à-dire que les plantes ne rentrent pas si elles ne sont pas certifiées déjà dans l'enceinte du laboratoire. Ensuite, on les met dans des grandes cuves où on les laisse macérer un certain temps. Et au bout de 30-60 jours, ça dépend de la substance, on va les filtrer pour en garder la substantifique moelle. Et c'est ce qu'on appellera la teinture mère. Et à partir de cette teinture mère, va commencer ce qu'on appelle la dilution. La dilution qui consiste à prendre une goutte, par exemple, de teinture mère, 1% qu'on va mélanger avec 99% d'une solution hydroalcoolique, et ça va vous donner la première dilution centésimale hahnemannienne. Je ne sais pas revenir en arrière. Et on va faire ça ainsi de suite. C'est-à-dire qu'à partir de la première dilution centésimale, on va reprendre 1% qu'on va remettre dans 99% de solvant pour obtenir la deuxième centésimale. À partir de la deuxième centésimale, même chose, 1%, et vous allez avoir ainsi de suite des dilutions. Là, on vous montre 30 CH, mais on peut aller bien au-delà. Bien sûr, il faut un support. Vous les connaissez, je pense tous, ce sont les granules et des globules qui sont fabriqués eux aussi à part, avec, vous voyez, du lactose et du saccharose. Je ne connais pas très bien le processus de fabrication qui est extrêmement technique, mais ce qui est très intéressant à savoir actuellement,
c'est que depuis les années 60, grâce aux évolutions de la technologie, ces granules peuvent être imprégnés jusqu'au noyau, ce qui n'était pas le cas autrefois. La technicité ne permettait pas aux produits de pénétrer jusqu'à l'intérieur du noyau. C'est pour ça qu'autrefois on disait « ne touchez pas les granules avec vos doigts ». Parce qu'en fait, la substance elle-même ne se retrouvait qu'en surface. Or, maintenant, avec ces techniques, il y a une imprégnation jusqu'au noyau. Donc, si vous les touchez avec les doigts, il n'y a aucun souci. Voilà, parce qu'il reste encore beaucoup de vieilles choses dans la tête des gens. Ne touchez pas, ne faites pas ci, ne faites pas ça. C'est comme la menthe, c'est comme le reste, hein. Il vous suffit de les prendre à distance, soit une demi-heure avant, un repas, ou même un thé à la menthe, soit une heure après. Vous n'allez pas dire au patient « non, non, pas de menthe ». Surtout pas de thé à la menthe. Vous vous imaginez au Maroc, si vous dites aux gens « pas de thé à la menthe », c'est quoi cette médecine? Tout de suite, on n'en veut pas, hein. Donc, il faut un petit peu écarter tous ces préjugés anciens. Le choix de la dilution. Les gens se posent beaucoup de questions. Pourquoi les patients, hein, pourquoi 5, pourquoi 9, pourquoi 15? Et puis, on m'appelle de la pharmacie. Oui, il n'y a pas 5, est-ce que je peux prendre 15? Il n'y a pas 15, est-ce que je peux prendre 5, etc. Donc ça, vous voyez, c'est d'une façon globale. Il y a toujours des exceptions dans la nature. 5, c'est lorsque les symptômes sont locaux. On l'a vu tout à l'heure, vous faites piquer par une abeille. On a mis 15 et c'est une exception. D'accord? Donc c'est pour vous montrer qu'il y a la globalité, mais il y a aussi des exceptions. Donc vous faites une petite brûlure sur la peau, avec rougeur, douleur, chaleur, c'est un symptôme local. Donc vous donnerez le médicament homéopathique choisi à la dilution 5-CH. Si vous avez des symptômes fonctionnels et généraux, par exemple vous avez de la fièvre, c'est un symptôme général. À ce moment-là, vous utiliserez la dilution 9-CH. En ce qui concerne les symptômes comportementaux, bon, on ne prescrit pas en général que sur les symptômes comportementaux, mais lorsqu'ils existent, en sus d'une autre pathologie, toujours quand le patient est malade, hein, on ne va pas donner des dilutions en 15-30 CH pour une maladie psychiatrique, on est bien d'accord. On va le donner s'il y a des troubles comportementaux au moment de la maladie. À ce moment-là, on va utiliser une dilution haute. Je vous parlais tout à l'heure de la fièvre. Si vous avez quelqu'un qui délire parce qu'il a de la fièvre, il a donc des troubles comportementaux, et au lieu de lui donner en 9 CH, on va donner en 15 ou en 30 CH. Bon, les granules, les globules, je pense que vous savez tous qu'on les laisse fondre sous la langue, loin des repas. Pour les nourrissons ou les petits-enfants, on peut les mettre dans un peu d'eau minérale, ça va fondre tout seul, et il suffira d'agiter le biberon ou la petite bouteille dans laquelle vous avez fait fondre les granules et les globules avant de le donner aux enfants. Donc c'est très simple, hein. N'ayez pas peur que les enfants avalent de travers ou fassent des fautes routes ou quoi que ce soit. On a donc vu les globules, les granules, mais vous voyez qu'actuellement, il existe des spécialités. La différence, c'est quoi? C'est que les spécialités ont un nom de marque, alors que les globules et les granules ont un nom latin universel. Que vous achetiez un tube de granules au Maroc, en Inde, aux États-Unis, en Argentine, c'est toujours le même nom. Les spécialités associent plusieurs principes actifs. En général, 70% des médicaments homéopathiques, entre guillemets, qui
ont de bons résultats sur les patients. Donc là, on fait un petit mélange, on se dit, bon, on ne va pas se tromper, autant en mettre 5, 6, et ça va marcher à 70%. Voilà, le travail du médecin homéopathe est tout à fait différent, puisque lui, il va cibler sur 1 ou 2 médicaments au maximum. Les spécialités, alors elles ont une indication thérapeutique précise, elles ont aussi une posologie précise et une notice, ce qui n'est pas non plus le cas des granules et des globules, puisqu'on a vu tout à l'heure que le même médicament homéopathique pouvait être donné dans des indications très différentes. On l'a vu avec l'exemple de Apis. Et les spécialités, on les trouve sous forme de suppositoires, gel, pommade, gouttes, sirop, et bien plus encore. On parle de médicaments homéopathiques, parce que beaucoup de gens confondent les médicaments homéopathiques avec ce qu'on appelle les compléments alimentaires. Ça n'a strictement rien à voir. Le médicament homéopathique est un médicament. Je vous ai montré de façon très succincte la fabrication. Mais sachez que chaque étape est contrôlée systématiquement. Vous avez plus de 150 pharmaciens qui travaillent à Lyon dans les usines du laboratoire et qui sont là étape par étape. Il y a 60 000 contrôles par an au niveau de la fabrication du médicament. Donc c'est extrêmement rigoureux. Vous avez des audits réguliers par l'Agence nationale de sécurité des médicaments, par la FDA des États-Unis, qui sont garants de la sécurité du médicament. Vous avez bien compris, on l'a vu tout à l'heure, si vous donnez du mercure et qu'il n'est pas dilué dans des conditions correctes, ça risque d'avoir quand même beaucoup d'effets sur les patients. Donc c'est vraiment important de montrer combien c'est précis, rigoureux, suivi à chaque étape de fabrication. Et comme c'est un médicament, bien sûr, il nécessite l'autorisation de mise sur le marché, comme tout autre médicament. Et cette autorisation est délivrée par les ministères de la Santé, parce que c'est un garant pour tous, à la fois de la qualité du médicament, de sa sécurité et de l'efficacité. Donc ne pas confondre homéopathie avec complément alimentaire. La preuve en est, c'est que vous ne pouvez vous procurer des médicaments homéopathiques qu'à la pharmacie. Vous ne pouvez vous en procurer nulle part ailleurs. Et même dans des pays comme les États-Unis, où vous allez dans les supermarchés acheter des médicaments, vous n'en trouverez pas du tout aux États-Unis dans les supermarchés. Même si vous pouvez acheter des médicaments homéopathiques sans ordonnance à la pharmacie. Il ne faut pas confondre. Donc vous voyez bien que vous êtes en première ligne, vous les pharmaciens, puisque c'est vous qui réceptionnez les médicaments et que vous pouvez ensuite les vendre ou même et surtout les conseiller, parce que le but, c'est de faire connaître cette médecine. Pourquoi ? Pourquoi la faire connaître ? On va le voir au fur et à mesure, mais c'est déjà, vous êtes, vous, le premier contact avec des pathologies qui sont souvent simples. Et évidemment, si elles sont complexes, vous les dirigez vers le médecin. Mais vous pouvez déjà conseiller des médicaments homéopathiques. On verra les raisons pour lesquelles c'est vraiment très intéressant. Et
il y a quand même de plus en plus de personnes qui sont intéressées ici au Maroc par l'homéopathie. Depuis 2002, à la faculté de médecine de Rabat, vous avez un diplôme post-universitaire et il a été formé environ une centaine de médecins et de pharmaciens depuis 20 ans. Et ces gens-là exercent leur métier et petit à petit, ça se répand. Vous avez des gens qui viennent me voir maintenant en disant « Ah, ben ma voisine ou ma collègue de travail m'a parlé de l'homéopathie. Voilà, je viens parce que mon gamin, il est sans arrêt sous antibiotiques, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Donc ça, c'est vraiment une demande actuellement. Qu'est-ce que je peux faire pour éviter que mon enfant, parce que c'est souvent le cas qui revient le plus souvent, qu'est-ce que je peux faire pour que mon enfant n'ait plus autant de médicaments tout l'hiver, quoi. Et donc, c'est vrai qu'on se sent quand même responsable. Si on peut éviter à ces petits d'avoir, disons, moitié moins de médicaments au cours de l'année allopathique, c'est quand même bien. Et les parents sont contents parce qu'on arrive à traiter, à soigner et à améliorer l'état de santé de ces enfants. Autant en pharmacie, vous êtes devant de l'aigu, autant nous, les médecins homéopathes, bien sûr, on soigne l'aigu, mais on va soigner aussi ce qu'on appelle le terrain, c'est-à-dire le patient dans sa globalité. Contrairement à la plupart des médicaments allopathiques qui, eux, ciblent des symptômes. Vous voyez, par exemple, des enfants qui font des infections à répétition respiratoire ou ORL, grâce à l'homéopathie, on peut traiter, dans la plupart des cas, disons que la maladie aiguë, mais on a aussi beaucoup de ressources pour traiter l'enfant dans sa globalité, de façon à ce qu'il soit moins malade. Si au lieu d'être malade tous les mois, l'hiver d'après, il va 2 fois chez le médecin, mon Dieu, c'est quand même un grand progrès. Donc c'est vraiment de mon expérience, puisque ça fait quand même, je suis installée comme homéopathe depuis, j'ose plus compter, depuis 2000. Je pense que si l'homéopathie ne marchait pas, je ne serais pas là, quoi. Non, je veux dire, il faut être logique, il faut avoir du bon sens. Si ça ne marche pas, eh ben, les gens ils ne reviennent pas. Si ça ne marche pas, il n'y a pas de bouche à oreille. Maintenant, on verra bien quelles sont les limites de l'homéopathie. Il faut rester quand même médecin, bien cadré, bien scientifique et savoir quand est-ce qu'on peut l'utiliser et quand est-ce qu'il ne faut pas l'utiliser. Alors, les indications. Vous pouvez l'utiliser seul. Je viens de vous dire, vous avez une petite brûlure superficielle en sortant le plat du four. Bon, vous avez un médicament qui correspond tout à fait à cette rougeur, brûlure, chaleur, etc. C'est Belladonna. Donc, vous donnez Belladonna en 5 CH tous les quarts d'heure. Tout va bien. Donc, vous pouvez l'utiliser seul dans des cas aigus simples. Vous pouvez l'utiliser aussi en complément. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser en même temps que d'autres médicaments ou d'autres approches thérapeutiques. Par exemple, si vous allez, quelqu'un qui a des lombalgies, qui va aller chez le kiné, sur prescription médicale, vous pouvez donner un médicament homéopathique qui va diminuer les douleurs, qui va aussi l'aider à mieux supporter certains mouvements. Vous aurez l'arnica, le rustoxicodendron. Et vous pourrez aussi le donner en chirurgie, c'est important. Il y a beaucoup de chirurgiens qui n'utilisent que arnica. Arnica, ils le connaissent, ils vont le donner aux malades. Avant, après, ils savent que ça marche, les chirurgiens. Ils ne connaissent rien à l'homéopathie, mais ça marche. En football aussi, je sais pas, vous regardez beaucoup les Coupes du Monde ou les matchs de foot,
vous voyez bien qu'il y a beaucoup d'équipes sur le terrain. On leur donne quoi aux footballeurs à terre? La première chose qu'on leur donne, c'est de l'arnica. Eh oui. Après, s'il y a des contrôles sanguins ou urinaires, pas de problème avec l'arnica ou d'autres médicaments. Donc vous voyez que c'est des médicaments que beaucoup utilisent sans vraiment connaître l'homéopathie, mais ça marche. Et si un jour vous voulez vraiment quelqu'un qui vous dit j'y crois pas, c'est bien, vous avez des enfants, des petits-enfants, ils tombent, etc. Ben, voilà, vous leur donnez un tube d'arnica et puis ils verront bien. Hein, ça, c'est quelque chose. Au moins, arnica, les gens y croient. Voilà. Et puis, vous pouvez aussi l'utiliser dans des pathologies lourdes, en cancérologie, par exemple. Hein. Il y a beaucoup de services de cancérologie en France où sont associés des homéopathes. Pourquoi? Parce que ça permet de soulager, en particulier des effets secondaires de ces traitements. Donc d'améliorer énormément la qualité de vie de ces patients. Hein, parce qu'ils sont obligés d'avoir ces traitements lourds. Malheureusement, beaucoup ne les supportent mal. Donc vous avez des médicaments homéopathiques à disposition pour les soulager. Donc ce que je vous disais, c'est qu'on peut traiter à la fois des infections aiguës, mais aussi dans les pathologies chroniques. En pédiatrie, à foison. Et c'est vraiment génial, parce que vous savez aussi qu'il y a beaucoup de contre-indications médicamenteuses, hein, chez les nouveau-nés en particulier. Donc vous pouvez soigner des tas de pathologies, j'allais dire, courantes, ce qu'on appelle la médecine de ville, des petites viroses, des petits bobos. ORL, bien sûr, allergologie extraordinaire. Moi, j'ai des patients qui viennent parce qu'ils me disent-ils, on en a marre des antihistaminiques. Ça fait 10 ans que j'en prends, je suis obligée d'augmenter les doses. Qu'est-ce que je peux faire? Et là, on a, en tant que médecin, beaucoup de réponses très appréciées en tous les cas des patients. Et on voit qu'ils suivent bien les traitements et bon, ça dépend des réactions et depuis quand durait l'allergie, mais souvent je revois des gens quelques années après qui me disent « Ah ben c'est super quoi ». Bon, évidemment, pas s'ils étaient allergiques au pollen d'olivier, qui viennent à Marrakech au moment de la floraison, mon traitement homéopathique, il ne va pas marcher. Mais au long cours, ce sont des gens qui se portent vraiment beaucoup mieux. Dermato, eczéma, brûlure. Vous avez aussi chez le nourrisson croûte de lait, érythème fessier. Donc on a un panel très très large. Gynécologie, alors ce que je vois le plus, ce sont les femmes en périménopause et ménopause. Puisque maintenant elles ont peur, entre guillemets, des hormones. Ça ne m'empêche pas de leur dire d'aller voir le gynéco, quand même, une fois par an, pour faire tous les bilans nécessaires. Mais en tous les cas, on a de très bons résultats pour tous les désordres que peuvent éprouver les femmes à cet âge-là. Gastro, ben oui, on l'utilise beaucoup en aigu aussi, hein, diarrhée, etc. Rhumato, c'est un peu plus compliqué, mais ça va. Et puis en traumatologie, on verra 2 ou 3 exemples tout à l'heure. Les limites, je vous en parlais. On ne peut pas tout traiter avec l'homéopathie. Hein. Donc ça, il faut être clair. Il faut que ce soit bien clair dans votre tête. Parce que c'est ce qui fait que l'homéopathie a été beaucoup dénigrée. C'est parce qu'il y a des gens qui l'ont utilisée à tort et à travers, beaucoup n'étant pas médecins, donc ne sachant même pas faire un diagnostic. Et c'est la raison pour laquelle, dans beaucoup de pays, ne peuvent avoir le titre d'homéopathe que des médecins. Et au Maroc, donc, c'est la faculté de médecine de Rabat qui délivre des diplômes post-universitaires uniquement aux médecins, pharmaciens et dentistes. Éventuellement vétérinaires, mais il n'y en a jamais eu qui se soit présenté, c'est bien dommage. Donc elle est non substitutive. C'est clair, hein, si vous avez une anémie ferriprive,
Ce n'est pas le ferrum metallicum à dilution 30 CH qui va résoudre le problème. Hein. Il faut donner du fer. Du même pour un problème de thyroïdoctomie, je vais y arriver, il faut donner des hormones thyroïdiennes. Hein. Non antagonistes, ça veut dire qu'elles ne s'opposent pas à la maladie ou aux agents. Un antibiotique, par exemple, on va être très schématique, un antibiotique va tuer, comme disent les gens, le microbe. Ce n'est pas le cas de l'homéopathie. L'homéopathie, elle accompagne et stimule l'organisme pour aller vers la guérison. Mais ce n'est pas incompatible. Vous pouvez donner un antibiotique parce que c'est nécessaire et vous pouvez donner en même temps un médicament homéopathique pour soit accélérer la guérison, diminuer la douleur aussi. Donc le malade sera plus rapidement guéri. Les lésions doivent être réversibles. Ben oui, hein. C'est normal, si j'ai une insuffisance hépatique ou une insuffisance rénale, ce n'est pas l'homéopathie qui va me guérir. On passe vraiment dans un autre domaine. Et l'autre limite, c'est la capacité de réaction de l'organisme. On remarque quand même que chez des gens, par exemple, très fatigués, très éprouvés, ils répondent moins bien souvent à l'homéopathie. Les enfants répondent très bien, des personnes, tout dépend de la pathologie et du contexte dans lequel on les voit, et c'est pour ça qu'on l'associe souvent en complément d'une autre thérapeutique. Et les limites, je ne l'ai pas noté, bien sûr, il faut qu'il existe le médicament homéopathique adéquat, le simillimum, hein, c'est la substance qui va donner chez un sujet sain des symptômes qu'on va observer chez le patient. Donc il faut que cette substance existe. Hein. Je ne sais même pas quelle heure il est. Je les ai rappelés, mais c'est juste pour les rappeler, mais vous le savez très bien. Quand il est nécessaire d'envoyer le patient voir un médecin, vous le faites. C'est juste pour éviter les kamikazes, hein, parce qu'il y a toujours des gens qui sont très kamikazes dans leur façon d'aborder la médecine, y compris des médecins, j'en ai beaucoup connus. Donc voilà, c'est le bon sens. Hein, si vous ne savez pas, si vous avez le moindre de doute, vous faites comme vous faites d'habitude. Ensuite, ne jamais proposer, évidemment, à un patient de remplacer un médicament allopathique prescrit par un médecin par un médicament homéopathique. Ça, il ne faut jamais le faire. Hein. Pour les pharmaciens, on dit se limiter aux cas aigus. Oui, parce que l'homéopathie reste complexe. Vous avez vu quand on a fait l'étude, enfin quand je vous ai montré sur le principe de similitude, tous les symptômes qui sont causés par la substance, là on a marqué 3 points, mais on aurait pu en marquer 50. Et pour chaque substance, vous pouvez avoir quelquefois 4 indications, mais vous pouvez avoir jusqu'à 50 indications et des indications sur des organes et des fonctions extrêmement différentes. Donc ça nécessite d'apprendre, d'étudier. Il y a des livres qu'on appelle les matières médicales, qui sont de gros livres bien épais à l'ancienne, où vous avez répertorié toutes les substances homéopathiques et les médicaments qu'il faut apprendre. Hein. C'est pour ça qu'on fait un diplôme post-universitaire. Voilà, il faut de la mémoire et de la passion. Donc, savoir qu'il y a des médicaments qui ont comme ça des indications pour des cas aigus simples et faciles. Donc, c'est ces premiers médicaments que vous devez avoir, j'allais dire, comme une trousse à la pharmacie, une trousse d'urgence. Après, les cas complexes, ça, c'est les médecins qui les voient. Et puis vous, au fur et à mesure, si ça vous passionne, vous pouvez feuilleter vos livres,
allez sur... Bon, maintenant, on va sur Internet. Hein. Moi, je suis de l'ancienne génération qui feuillette encore les livres, avec plaisir. Donc, vous pouvez approfondir. Approfondir. Il y a aussi des ouvrages qui sont destinés aux pharmaciens dans le conseil officinal en homéopathie. Et vous avez bien sûr des formations pour ceux qui veulent aller encore plus loin. Donc, il faut commencer pour vous par des cas très simples, des cas aigus où vous savez que c'est ce médicament-là qu'on peut conseiller. Et là, vous ne pouvez pas vous tromper. En fait, j'ai sélectionné une dizaine, hein. J'aurais pu en sélectionner bien plus. C'est juste pour vous montrer un petit peu comment on procède. En aigu, en homéopathie, on répète les prises très souvent. On peut les répéter toutes les 10 minutes, tous les quarts d'heure, voire toutes les demi-heures, toutes les heures. Mais au moins, disons, toutes les heures ou toutes les 2 heures, la première journée. Et quand ça va mieux, on espace ou on arrête. Arnica, dont je parlais tout à l'heure. Arnica, c'est le premier médicament à avoir, y compris dans votre sac, mesdames. Moi, j'ai toujours de l'arnica. Pas seulement pour moi, parce que je me tords sans arrêt les pieds et j'ai tendance à chuter. Je ne vois pas les trous dans les trottoirs. Mais aussi pour les gens autour de moi. Hein, tout de suite, l'arnica réflexe traumatisme, quel qu'il soit. Hein, vous chutez, vous prenez une porte, on vous donne un coup de poing, vous avez un accident, vous donnez arnica. Ça, c'est automatique. Bon, en général, on le donne en 9 CH et on le répète. Si vous avez un hématome, vous allez répéter toutes les heures le jour même et vous verrez que l'hématome va disparaître beaucoup plus rapidement, de même que la sensation de contusion que vous avez. Ça va disparaître rapidement. Et c'est pour ça aussi que les chirurgiens l'utilisent beaucoup en pré- et en post-opératoire. Les œdèmes diminuent vite, les hématomes également, et tout rentre dans l'ordre beaucoup plus facilement. Oui, le premier jour, si vous tombez, ou... oui, bien sûr, toutes les heures. Tout marche. Oui. Ça marche tout seul, hein, mais si vous avez un petit peu peur, vous pouvez rajouter des spécialités par-dessus. Hein, d'accord ? Mais en granule, ça marche très très bien. Apis mellifica, on l'a vu tout à l'heure. Vous pouvez le prescrire si vous voyez chez le patient un œdème rosé, piquant ou brûlant, amélioré par le froid. C'est-à-dire quand la personne vous dit « ça me fait du bien », quand je passe les mains par exemple sous l'eau froide ou que je mets de la glace dessus. Bon, en général, c'est des piqûres d'insectes. Ça peut être une petite brûlure du 1er degré, une petite allergie. Et même, ça marche très bien, quelquefois, dans les débuts d'herpès. Vous savez, les gens qui font des herpès à répétition, ils commencent à vous dire « Ah, il va venir ». Les gens le sentent venir, l'herpès. Ça va venir, ça me picote. À ce stade-là, Apis, ça marche extrêmement bien. Je le sais par expérience, hein, personnelle. Parce qu'on estime que, comme pour certaines substances, comme l'arsenic ou autres, il vaut mieux utiliser des dilutions plus hautes pour ne pas avoir des risques de reprovoquer une maladie. Ça marche bien, ça marche très bien. Après, on essaye de ne pas utiliser plus bas, mais par habitude, on dit 15, mais le 9 marche bien, le 30 aussi. Allium cepa. Allium cepa, c'est les gens, vous savez, qui arrivent avec un mouchoir, voire même qui se sont mis des mouchoirs dans le nez tellement ça coule. Ça coule comme une fontaine. Ils sont rouges, ils sont irrités, ils n'arrêtent pas d'éternuer. Donc ce sont des situations cliniques qui sont en lien soit avec une allergie, un rhume des foins ou une rhinite allergique, soit
avec une rhinite d'origine virale. Et donc, vous allez le donner toutes les demi-heures au départ, et puis au bout de quelques heures, même pas, 2-3 heures, ça va aller. Donc, vous dites au patient de passer une fois toutes les heures, et vous verrez que ça va vraiment rentrer dans l'ordre rapidement. Belladonna. Bon, belladonna, je vous en ai parlé tout à l'heure, pour des petites brûlures du 1er degré, rougeur, chaleur, douleur, œdème, un coup de soleil, quoi. Hein? Donc, c'est une très bonne indication. Des brûlures du 1er degré, localisées, des coups de soleil, bon, à condition que ce ne soit pas des coups de soleil, mais on peut le donner en plus d'autres choses à ce moment-là. Et la belladone, vous savez que l'intoxication à la belladone peut donner des états extrêmement dangereux. Donc la belladone, vous pouvez aussi prescrire en cas de fièvre rapide avec un visage rouge. Donc on retrouve toujours cette rougeur et cette chaleur et des sueurs abondantes. C'est une des indications au niveau général de belladonna. Mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. C'est juste pour vous montrer qu'on peut l'utiliser à la fois pour des symptômes locaux et pour des symptômes généraux. Tout en sachant que pour les fièvres, vous avez de multiples médicaments et que la fièvre qui correspond à belladonna, c'est la rougeur et les sueurs. Les maux de tête, bien sûr. Hein, et une fièvre à 39. Ça, ce n'est pas à conseiller en première intention en pharmacie à quelqu'un qui n'a pas l'habitude de prendre de l'homéopathie. Hein. Alors j'ai mis Cantaris, pourquoi? Je me suis dit, tiens, c'est vrai, d'habitude, ce n'est pas dans les trousses d'urgence. Mais en fait, ça m'avait interpellée parce que j'avais un patient qui fait le marathon des sables et qui vient à chaque fois me dire, bon, qu'est-ce que je prends en homéopathie là? Là, je pars faire le marathon. Et je n'avais pas pensé à Cantaris. Quand l'année suivante, il m'a dit, oh là là, ça a été pas très bien, là j'ai eu des ampoules au pied d'enfer, je ne savais pas quoi faire. Et donc, j'ai pensé à Cantaris. C'est vraiment une pathologie bête, banale, mais douloureuse et handicapante. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai mis là, Cantaris. Et des petites brûlures du 2e degré, vous savez, lorsqu'il y a une petite bulle qui se forme, mais à condition que ce ne soit pas étendu. On est bien d'accord, ça doit rester très, très localisé. Je pense que tout le monde connaît Camomilla. J'ai donné une indication. Ce sont tous les troubles qui surviennent au cours de la dentition chez le nourrisson. Alors bien sûr, vous avez les douleurs, évidemment. Hein, ces douleurs qui s'accompagnent toujours d'une irritabilité qui est souvent inhabituelle. Hein, souvent, ce n'est pas des enfants spécialement grognons, coléreux, agaçants, irritables, mais là, au moment de la poussée dentaire, ils le deviennent. Et ce qui est caractéristique de ce médicament, et là, vous êtes sûr que vous tombez dans le mille, que vous avez le bon médicament, c'est que les enfants se calment quand vous les bercez. Vous avez des gens qui me disent, moi, mon gamin, quand il ne va pas comme ça, j'ai quelqu'un qui m'a dit, je le mets dans la voiture et je roule. Il n'y a que ça qui l'endort et qui le calme. Vous avez les poussettes, hein, vous avez les hamacs, tout ce qui berce l'enfant. Là, vous savez que c'est Camomilla qu'il faut donner en 15 CH ou en 30 CH pour justement calmer cet enfant qui a des troubles de la dentition et qui a mal. Deux médicaments de tract très courants. J'aurais dû en prendre ce matin. Ça aurait été plus facile au début. Alors, ça c'est bien parce que vous avez beaucoup de... Je parle des enfants, mais c'est vrai que
ces personnes, ces enfants qui ont toujours peur des examens, des interrogations, il y en a mais à l'appel, et vous savez très bien qu'on ne va pas leur donner des médicaments allopathiques, et quand on ne connaît pas l'homéopathie, on est quand même très démunis. Hein, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour l'aider? Et là, je vais vous donner 2 médicaments très simples que vous pouvez donner. Il n'y a aucune accoutumance, aucun effet secondaire. Donc c'est parfait, je veux dire, à donner aux enfants. J'ai presque fini. Oui. Alors, Gelsemium, c'est donc le tract d'anticipation. Qu'est-ce qui se passe? La personne, elle est inhibée. C'est-à-dire que c'est comme si on avait arrêté sur un bouton « stop ». Elle ne pense plus. Elle ne sait pas réfléchir. Elle a la tête vide. Donc une inhibition intellectuelle globale. Elle a peur. Elle tremble. Voilà. Et elle est même quelquefois obligée de s'asseoir. Ça veut dire qu'un élève sera devant une feuille blanche lors d'un examen, même s'il a bien étudié. Il va voir le sujet, plus rien. Vous avez le contraire. C'est aussi un trac, mais là, agitation. Il court dans tous les sens. Dans la tête, ça court aussi. Il a tellement d'idées qu'il va en mettre partout, partout. Il devient brouillon. Combien de temps il me reste? Si, parce que j'ai commencé plus tard. Voilà. Encore un autre médicament, rapidement. Les gens, vous savez, qui ont toujours disent « Ah, j'ai un nœud à la gorge », vous les étudierez, améliorés par la distraction. Nux vomica, qu'on utilise beaucoup dans les troubles digestifs quand on a beaucoup trop mangé, ça permet de mieux digérer. Colocynthis, pour les coliques du nourrisson, ou colique même de l'adulte, où la personne est pliée en 2. Ça l'améliore, hein, cette position. Et Staphysagria, je termine par là, qui est un grand remède de notre époque. C'est un remède de frustration, de colère contenue, de rumination, d'humiliation aussi beaucoup chez les enfants. Hein. Vous savez, on le punit alors que c'est le voisin qui avait fait la bêtise. En conclusion, donc le médicament homéopathique, il peut être prescrit en toute sécurité. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré toutes les normes de fabrication, le suivi rigoureux. Donc en toute sécurité chez tous les patients, quel que soit leur âge. Hein, le nourrisson jusqu'à la personne la plus âgée et au même dosage. Et c'est très intéressant aussi parce qu'il y a beaucoup de contre-indications, par exemple chez les femmes enceintes. Donc là, c'est vraiment merveilleux de pouvoir apporter des soulagements à la femme enceinte, et aux nourrissons, et aux personnes âgées polymédicamentées. Pourquoi? Parce que c'est une thérapeutique qui est fiable. On a vu, c'est une médecine de l'expérience, on continue à expérimenter. Elle est efficace, à condition bien sûr qu'on ait choisi le bon médicament. Elle n'a aucun effet toxique, donc on peut la prescrire à tout le monde. Comme je le disais, les femmes enceintes, les nourrissons, toutes les personnes fragiles en particulier. Aucune contre-indication, pas d'effet secondaire, aucune interaction médicamenteuse. Donc vous voyez, on peut le donner à tous et à toutes, en toute sécurité. Ça, c'est extrêmement important. Et même si vous vous trompez, ce n'est pas le bon médicament que vous donnez. Aucune importance, ça ne pourra pas faire de mal au patient. Alors mettez-vous ça vraiment dans la tête, vous ne pouvez pas lui faire du mal. Et aussi, c'est une thérapeutique écologique avec le respect de l'environnement. Je n'ai pas eu le temps de détailler toute la fabrication,
où sont cultivées les plantes, dans quelles conditions elles sont transportées, récoltées, etc. Mais sachez que l'environnement, le respect de l'environnement est toujours présent. Donc, oui. Ah oui, il n'y a pas de problème. Donc je termine. Donc l'homéopathie fait partie de l'arsenal thérapeutique à condition qu'il soit bien indiqué. Voilà, merci.